Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise de la semaine avec le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des idées publiques et de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Caracezeli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le communicant Damien Gouy-Perret. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Au sommaire aujourd'hui, les projets pour les rives du Rhône, les fake news dans la campagne et puis une rétrospective de l'année 2025. Qui aura le meilleur projet pour les rives du Rhône à Lyon? On connaissait déjà le projet Rive Droite qui devait, le long de l'Hôtel-Dieu jusqu'à l'Opéra, transformer les quais en réduisant drastiquement les voies de circulation automobile et en végétalisant. Alors ça, c'est le projet de Bruno Bernard qu'il estime pouvoir lancer dès sa réélection. Et cette semaine, Jean-Michel Aulas a dégainé un plan fraîcheur. C'est l'équivalent, mais rive gauche, là où se trouvent les berges du Rhône, végétalisées, baignades, fontaines. Est-ce que le candidat à la mairie de Lyon a finalement trouvé la parade pour conserver la quasi-autoroute de l'autre côté du fleuve, Raphaël? Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il y avait dans le plan fraîcheur. Moi, je n'ai pas tout à fait compris encore, parce qu'il y a une présentation qui est relativement... Qui est assez sommaire, oui. Bon, on va dire que c'est logique en campagne électorale. Il y a les sortants qui ont mis en place un projet, là, qui est prêt à être signé. Donc, on voit très précisément ce qu'ils veulent faire sur la rive droite du Rhône. Les opposants, évidemment, ils font des projets qui sont sans doute forcément moins complets. Mais là, ça va très loin, parce que alors, je trouve que c'est habile politiquement. Ça fait... Juste le nom fait plutôt rêver et semble être un parallèle. Au final, on a quand même l'impression que Jean-Michel Aulas nous fait une campagne où il va plus verdir plus la ville que végétaliser plus la ville que les écologistes. Avec Loïc Terren qui me l'a dit cette semaine, il va héberger mieux tous les SDF qu'il y a dans les rues, on n'en aura plus. Et donc il fera beaucoup plus de social, il fera la gratuité du métro, il veut faire tout plus. On est quand même impatient de savoir quels arbitrages il va faire et qu'est-ce qu'il fera en moins, parce que c'est pas simplement relançant la construction comme il l'a promis qui pourra financer tout ça. Pour revenir sur rive droite le projet rive droite du Rhône, en fait là c'est pas un projet rive droite qu'il nous propose. Quand on écoute un peu attentivement ce que dit Jean-Michel Aulas, il s'agit de végétaliser ce qui est déjà végétalisé, c'est-à-dire la rive gauche du Rhône, les berges, et puis après c'est le retour de la coulée verte qui avait été pensée à l'époque par Henri Chabert sous l'époque de Michel Noir, qui est un projet qui est aussi à l'origine de la rive gauche du Rhône. Mais concrètement, comment ça va s'appliquer? Pour l'instant, c'est un grand flou. Alexandra? Alors, il y a deux choses là-dessus. Il y a effectivement le projet de Bruno Bernard, vous avez commencé à en parler. Le projet de Bruno Bernard d'aménagement de la rive droite, je pense que personne n'a compris ce que c'était parce qu'il n'a pas été vraiment présenté aux Lyonnais. Il y a eu une concertation. Une concertation, mais comme toutes Puis les concertations de ce mandat... 2 ans. Oui, mais en fait, on nous en parle sans parler. C'est-à-dire que, d'ailleurs, à la question qui avait été posée dans le sondage de Lyon Mag, où j'étais d'ailleurs pas d'accord avec la façon dont ça a été amené, à la question de savoir si vous êtes d'accord avec le fait de planter des arbres sur la rive droite du Rhône, qui va vous dire non? Bien sûr que tout le monde est d'accord pour planter des arbres. C'est pas ça le projet rive droite. Le projet, il est sur le site. Le projet rive droite, aujourd'hui, il est de réduire drastiquement les voies de circulation. Comme ce qui a été fait pour la ZTL, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le problème à l'envers, me semble-t-il. Mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse et sans doute qu'il y a des grands génies pour pondre ce genre de plan. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la façon de résoudre l'aménagement de la ville, c'est de dire on enlève les voies de circulation, donc on va enlever les voitures. Il me semble que c'est un peu court comme façon de faire. Et donc, Bruno Bernard a précisément décalé son planning initial, parce que la contestation de la ZTL telle qu'elle a été appliquée aujourd'hui à Lyon a fait tellement parler, c'est-à-dire que le collectif des défenseurs de Lyon, pour ne pas les citer une fois de plus, mais a quand même récolté 20 000 signataires, les gens râlent de partout, que ce soit les grands Lyonnais qui veulent accéder au centre-ville, même les Lyonnais, et donc personne ne s'y retrouve. Et donc là, l'idée, c'était, après la ZFE, d'appliquer la ZTL, et maintenant de faire le projet rive droite. Bien sûr qu'il faut trouver des solutions pour réduire le flot de voitures en centre-ville. Mais aujourd'hui, le seul axe qui reste de circulation nord-sud, c'est cet axe. Et il est déjà très, très compliqué à circuler. Je pense qu'il faut d'abord trouver des projets structurants dans les transports en commun pour proposer des choses, des parkings relais, on l'a dit 1 milliard de fois. Mais en tout cas, il faut penser les choses autrement si on veut réellement apaiser. Ça, c'est pour la partie Bruno Bernard. Et s'agissant de Jean-Michel Aulas, moi, je ne crois pas que ce soit pour contrecarrer les choses. Je pense qu'ils sont embêtés sur ce projet de rive droite parce qu'effectivement, on n'en connaît pas très bien les tenants et les aboutissants. C'est beaucoup d'argent pour faire les aménagements. C'est encore une fois beaucoup de travaux
sur les années à venir. Donc je pense qu'effectivement, ils essaient de réfléchir précisément autrement. Le plan fraîcheur, là où je vous rejoins, c'est effectivement, il est un peu flou, mais je pense que ce sont des marqueurs qu'ils sont en train de travailler. Il a commencé sur la sécurité, aujourd'hui il bascule sur le plan fraîcheur. Ça répond aux problématiques réelles du quotidien des Lyonnais. On le sait, la problématique de la ville aujourd'hui, du réchauffement de la ville, c'est essentiellement les bâtiments, essentiellement la rénovation énergétique. Des écoles, des logements qui sont des passoires thermiques, etc. Tout ça doit se penser comme un plan d'ensemble. Le plan fraîcheur qui a été proposé, me semble-t-il, est une copie du plan qui avait été effectivement proposé par Étienne Blanc en 2020. Il reprend les grands items, à l'exception de la climatisation dont on ne comprend pas très bien la logique de ce que j'ai pu en lire. Je ne comprends pas s'il faut la faire ou pas. Mais en tous les cas, oui, bien sûr, les plans baignades, la rénovation énergétique des écoles, tout ça, c'est des trucs qui coûtent énormément d'argent et auxquels il faut s'atteler. Personne ne veut le faire parce que ça n'est pas bankable électoralement, mais malheureusement, si on veut adresser le problème, c'est par là que ça va passer. Farid ? Deux formes de vision. Il y a une écologie idéologique, c'est les écolos de maintenant, avec la rive droite, leur projet qui va rebloquer tout Lyon, alors que Lyon a besoin de repos, a besoin de faire passer. S'il faut faire passer un mandat pour faire rive droite dans 7 ans, 8 ans, je pense qu'il faudra y en passer par là, parce que là, ça va devenir insupportable. Déjà, ils ont réussi à tout bloquer, et là, ils vont nous rajouter un autre blocage derrière. Pour moi, ça sera insupportable pour les habitants. C'est de l'idéologie contre du pragmatique. Là, il fait une forme d'écologie. Olas, ce qu'il propose, c'est... Faire contre pas faire, aussi, dans ce que j'entends aussi. De quoi ? C'est faire ou ne pas faire, en fait, simplement. Il ne faut pas faire. Si Oui, c'est mon avis personnel, il ne faut pas faire. Aussi, il y a idéologie pragmatique. Voilà, ce que vous appelez idéologie, c'est faire les choses, et ce que vous appelez pragmatique, c'est pas faire. Non. C'est vraiment faire contre les gens. Oui, c'est ce qu'ils ont fait là pendant 6 ans. C'est faire contre les gens en gardant son idéologie et en travaillant pour les 8 associations vélo, plein ciel, plein truc, tout ce que tu veux, amour des arbres. C'est la seule chose qui les intéresse. Donc ça, c'est de l'idéologie. Et il y a du pragmatisme. Ce qu'il propose Olas, planter des arbres, de la fraîcheur, de l'eau, une ville à vivre, j'ai envie de dire. Et après, quand ça sera un peu apaisé, la ville de Lyon, quand la ville sera un peu apaisée, on pourra peut-être passer à autre chose. Moi, j'aime bien. Après, c'est pas moi qui vote. Donc, On va écouter un peu Damien. Ce plan fraîcheur, il est intéressant, même si pour l'instant, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, effectivement. Ils ne sont pas vraiment rentrés dans le détail, mais il est intéressant parce qu'il répond sur un projet à toutes les problématiques qui n'ont pas été traitées par les Verts depuis qu'ils ont le pouvoir. Ça reprend effectivement un plan qui avait déjà été posé par Henri Chabert à l'époque. Ça rejoint complètement ce qu'avait proposé Étienne Blanc, même si c'était un peu différemment, parce qu'on parlait plus de canopée, etc. Mais donc, cette coulée verte, elle est intéressante parce qu'effectivement, techniquement, on sait que ça fait baisser la température d'avoir des arbres, à condition qu'ils soient reliés les uns aux autres et pas qu'ils soient éloignés. Ce qu'ont fait les Verts aujourd'hui, ils ont planté pas mal d'arbres, mais ils ont fait des îlots qui sont séparés les uns des autres. Et en fait, ça ne fait pas baisser la température. Ils ont aussi planté beaucoup d'arbres qui ont déjà crevé depuis qu'ils les ont plantés. Je pense à Saint-Priest notamment, où ils ont planté des arbres qui ont crevé aussitôt derrière, parce que les arbres étaient mal choisis. Après, il y a autre chose dans ce plan qui rejoint aussi ce qu'avait proposé Étienne Blanc, c'est d'utiliser l'eau de la ville. Je ne comprends pas que les Verts ne se soient jamais emparés de ce sujet pour faire autre chose qu'une fête à Neuneu au bord de Rhône, quoi. Une fête à Neuneu qui est un vrai bide. Et l'eau, on a un fleuve et une rivière en ville. Pourquoi on n'en profite pas pour rafraîchir la ville ? Pour moi, c'est une évidence. Ça a été remis au cœur de ce projet. Je trouve que c'est plutôt intéressant. On parlait tout à l'heure de la climatisation qui est dans ce projet. Ils ont pointé du doigt le fait que la climatisation, c'est très loin d'être idéal, mais qu'on se prive, et ils s'appuient sur une étude qui a été faite dans le 1er arrondissement de Lyon, où ils se sont aperçus qu'il y avait 700 appartements sous les toits qui étaient inhabitables à cause de la chaleur. Et eux prennent parti de dire, là, on doit pouvoir autoriser de la climatisation sous les toits des immeubles pour recréer du logement et commencer à répondre à une problématique de manque de logement. Il y a des tas d'appartements qui ne sont pas habitables aujourd'hui. Les propriétaires qui sont privés d'une augmentation de loyer pour d'autres raisons ont toutes les difficultés du monde à changer leurs appartements, à les faire sortir de G. Si on ne peut pas climatiser ces appartements, ça leur pose un problème, ils ne peuvent pas les louer, ils n'ont pas les moyens, etc. Donc je trouve que ça apporte plein de solutions. Et puis surtout, pour répondre à la question d'origine, le fait de faire ça sur les bas-ports, l'avantage, c'est que ça ne va pas encore empiéter sur l'espace public. Et je rejoins complètement ce que dit Alexandra. On est déjà sur un axe qui est ultra saturé, qui est le seul axe qui permet aujourd'hui de traverser la ville de Lyon. C'est déjà ultra saturé tous les matins, c'est un souk absolument phénoménal. On va rajouter du bordel au bordel, il n'y a pas d'autre terme.
avec des travaux, et là je rejoins ce que dit Farid. Oui, mais Damien, on le sait maintenant, c'est temporaire ce bordel. Non, C'est-à-dire mais- que les gens, ils non, vont non, se non, mettre dans non. les bouchons une fois, Non, non, deux il y a- fois, et après ils passeront plus par là. Alexis, il y a deux choses. Pas des chiffres. Il y a le des chiffres qui bordel se passent pendant en- les travaux et il y a le bordel post-travaux. Exactement. Pendant les travaux, c'est le grand bordel. C'est pas organisé comme on l'a vu. Et puis il y a les travaux qui arrivent à la fin et on se dit, chouette, on va mieux vivre. Non, les gens ont toujours besoin de circuler, auront toujours besoin de voitures, même si elles sont électriques, parce que les gens ne vivent pas autour de la presqu'île. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont besoin de quitter Lyon, les gens ont besoin de se stationner, ils ont besoin de circuler. Même si on enlève le gasoil demain, qu'on est tout électrique, il faudra circuler. Et avec ce plan rive droite, on va encore restreindre la possibilité de circuler, de rentrer dans Lyon. On va contribuer un peu plus à tuer le commerce de la presqu'île, parce qu'une fois que les gens ont passé 1h30 dans leur voiture, ils n'ont plus envie d'aller dans le centre-ville en voiture. Effectivement, moi j'habite le 6e, je traverse le pont, je n'ai pas besoin d'y aller en voiture. Mais les gens qui viennent de Lyon, du Grand Lyon, les gens qui viennent de l'Ain, de l'Isère, qui sont une partie importante de la population qui consomme à Lyon, ces gens-là ne viennent plus. Il y a une étude très intéressante qui a été faite dans le 6e arrondissement il y a 2 ans, qui montrait que 80% de la clientèle du 6e était métropolitaine et venait notamment des Monts d'Or. Aujourd'hui, il n'y a plus un habitant des Monts d'Or qui vient dépenser à Lyon. Tout simplement parce qu'ils en auront ras-le-bol de passer des heures et des heures dans les bouchons. Voiture électrique, voiture au gasoil, peu importe. Donc ce projet rive droite, c'est un projet qui va restreindre encore cette circulation, rajouter du bordel au bordel, alors que là, dans le projet OLA, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on répond à des problématiques sans empiéter sur l'espace de circulation. Raphaël? Non, mais après, ce qui m'importe dans le débat, c'est que les choix des électeurs soient transparents et clairs. Ce qu'on entend, ce qu'on je vous écoute un peu, effectivement, d'un côté, il y a quand même le projet de la métropole, qui est, contrairement à ce que vous dites, il est parfaitement connu, puisque là, il n'y a plus qu'à signer pour que c'est en... Non, il est été- prêt, il n'est pas connu des habitants, c'est pas Il est vrai. prêt, Personne on ne sait- sait en on quoi sait- ça on sait consiste. On a vu les des voiries, jolies on perspectives sait- d'arbres. Ben oui, Après, C'est on pas a ça, le hein, détail d'un Ça, projet. Alexandra, je me permets, effectivement, c'est faux. C'est la petite musique de Jean-Michel Aulas qui, lui, peut-être l'a découvert récemment. Mais nous, enfin, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des Mais concertations. les journalistes sont on au en a courant, mais parlé. les habitants Mais n'en sont oui, absolument mais les pas au journalistes, ils en courant. parlent dans les Mais médias. après, Donc, on peut quand même lire les journaux, vous verrez Ouais. qu'il y a des détails assez Non, précis, non. aussi les élus en mac, Mais vous non, verrez. mais les gens Ah ne oui. le savent pas. Vous Non, mais pouvez c'est- faire ah. un sondage détaillé sur la question, je vous le Ah, dis, non, les là, habitants vous- ne sont d'accord. pas au courant D'accord, de vous dites- en quoi vous dites autre chose. consiste Oui, mais ce après, projet. dans une campagne électorale qu'effectivement... Mais c'est pas une campagne Pour électorale, l'instant. ça fait 2 ans qu'on en parle effectivement, mais personne ne connaît Non, le mais contenu attendez. de ce projet. mais personne Mais ne parce connaît que- non plus Alors, le fonctionnement de la contenu- métropole ou des choses comme ça. Le contenu est donné. Après que dans une campagne électorale, il y a des candidats qui disent les électeurs ne sont pas au courant. Moi, je vais faire le choix de leur dire que du coup, il n'y a pas l'information n'est pas publique. Ben, ça s'appelle la désinformation. C'est-à-dire, vous ça, c'est pourrez quand après. même avoir une campagne, bon, on y viendra après, Ouais. avoir une campagne où en fait, il y a quand même 2 projets. Il y a un projet qui est clair, qui est posé sur la table. Il suffit d'appuyer sur le bouton après les élections, qu'on dise ce n'est pas un bon projet, il ne faut pas le faire. Ça, je comprends très bien ce débat-là. Mais sinon, on peut le faire. On sait à quoi ça va ressembler et ça commence. On sait, Mais on les sait gens quand n'ont ça pas commence. Ce sera compris que été c'était la 2028. restriction des voies de Non, mais- circulation. On leur a juste justement- dit qu'on allait planter des arbres. Non, on n'a pas dit ça. On leur a dit très clairement à quel endroit J'ai plus on va se compris ce qu'elle a retrouver. dit. hein. Mais alors apprenez, enfin je suis désolé, mais il y a des journaux à Lyon, lisez-les. Je les lis. Et vous allez voir le Attendez, projet. attendez, Et on on va va nous faire un on en a procès de la parlé, campagne. même c'est dedans. Et on en a parlé autour de cette table. Non, Mais mais non, mais les- c'est ce que veut dire Alexandra, c'est extrêmement c'est que c'est- condescendant comme façon d'aborder les choses. C'est très rigolo Ah de non, vous mais disiez c'est- ça. alors- Parce qu'en fait, vous pensez, vous considérez qu'en fait, il y a ceux qui savent, il y a l'élite qui Il y a les sait, savants. qui lit, Ah les non, sachants. mais alors- Et puis, Et il y a les les autres. pauvres Mais petits pas- peuples qui mais- ne sont pas au courant. Non, mais Les c'est- pauvres, c'est une on prend les démagogie totale, mais décisions c'est Les pour pauvres eux. pauvres qui doivent utiliser leur ahurissant, voiture. c'est- mais c'est elles sont ridicule. sans C'est leur- ahurissant Pas ce tous que en vous même faites temps. là. Mm. Moi, je vous dis juste, il y a ce qui est écrit qu'on peut retrouver sur le site du Grand Lyon, qu'on peut trouver dans les journaux lyonnais. Donc, vous voulez que tout le monde ne lise pas les journaux lyonnais, j'en suis tout à fait d'accord. Après, c'est la responsabilité des candidats dans une campagne de dire très clairement, bah écoutez, vous n'avez peut-être pas lu Lyon Mag, mais regardez le projet que Grégory Doucet et Bruno Maire vont faire dans Lyon Mag. Moi, ce projet-là, je ne veux pas le faire. Ou alors, je veux le faire. Par contre, quand je lis dans le Progrès le projet de Jean-Michel Aulas sur le plan vert, je ne comprends pas ce qu'il veut faire très clairement. Ce que j'entends, et vous avez raison, il y a toute une colère sur les travaux aujourd'hui, et donc c'est ce que vous dites aussi, bah, il faut arrêter de faire des travaux pendant un mandat. Et il ne faut pas les faire, il faut laisser la ville se reposer. Et je trouve que ça peut s'entendre dans une campagne électorale. Dire que la priorité, ce n'est pas le centre-ville, il ne faut pas faire grand-chose aujourd'hui. Et là, c'est un vrai débat. On laisse les citoyens choisir entre un projet, bah oui, qui va faire des travaux, qui va reverdir, repiétoniser, réduire la circulation en plein centre-ville. Il y a des avantages, des inconvénients. Est-ce que vous voulez ça ou vous voulez pas? C'est le bon moment de le choisir au moment d'une élection. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas clairs, puisqu'ils disent très clairement ce qu'ils vont faire. On a même le calendrier, on sait qu'en 2028, Raphaël, ça commence et que ça s'étendra sur plusieurs mandats. Pardon, mais Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui ne sera pas lancé dès le début du mandat ne se fera pas. Et donc, on ne peut pas avoir de l'autre côté un candidat qui nous dit « Moi, j'ai la pensée magique,
je vous promets que les choses seront faites, mais je ne vous dis pas clairement. Et en fait, Il a ce annoncé sera étalé 2030, sur 15 2040, ans. hein. Voilà. Donc en gros, il n'y aura rien sur le prochain mandat. Il y a une chose, je rejoins Raphaël sur le fait que quand on veut chercher l'info, on peut la trouver. Je pense qu'effectivement, c'est très microcosmique de maîtriser ce sujet-là. Sur le papier, le projet est hyper Les séduisant. journaux ont Moi, je l'ai vu. lecteurs quand même. Hein. Non, mais le projet d'aménagement de rive droite, il est hyper séduisant. Sur le papier, effectivement, planter les arbres, verdir, c'est séduisant. Ce qui manque toujours dans la présentation de ces projets, ce sont les impacts. Il n'y a jamais d'étude d'impact. On ne sait jamais où va se reporter la circulation, où vont se garer les gens, où vont se créer les bouchons. Quelquefois, ça va créer un bouchon à 1 kilomètre de l'endroit où s'est fait la chose. Donc, quand on va sur le site de la métro aujourd'hui pour regarder ce projet, il est hyper séduisant. Mais où est l'étude d'impact qui va nous montrer que ça va devenir un bordel sans nom dans le 6e arrondissement, dans le 3e arrondissement, dans le 7e arrondissement? Où est l'étude d'impact qui nous montre que les gens ne rentreront plus dans Lyon alors que ce sont des gens qui font vivre à la ville de Lyon? Lyon ne vit pas en autarcie. Il faut des gens qui viennent à Lyon, qui fassent tourner le commerce, des artisans qui viennent faire les travaux. Aujourd'hui, c'est déjà l'enfer. Si demain, on applique ce projet, et on peut être pour, on peut être contre, mais si on applique ce projet, Lyon sera complètement incirculable. Alors, je ne suis pas un vroomeur à tout prix à dire il faut sa voiture pour tout, mais on est quand même la 2e, 3e, 4e bientôt ville de France. Alors, 2e avant, on va devenir la 4e, pardon. On doit vivre, quoi. Il faut qu'il y ait des gens qui nous rendent visite, des gens qui viennent chez nous. On ne vit pas en autarcie, on ne vit pas entre bobos à vélo qui se déplacent de la Presqu'île à la Croix-Rousse. Et Jean-Michel Aulas n'a pas dit qu'il ne ferait pas de travaux. Je pense que lui, il essaye plutôt de dire qu'il va falloir d'abord réparer les dégâts qui ont été faits par ce mandat pour ensuite déployer des choses. Alors c'est normal quand on est candidat, on propose des plans, on propose des principes. C'est ce qu'il fait avec le plan fraîcheur. Il pose des grands principes qui vont guider ensuite sa vision dans le concret. Il a dit depuis le début qu'il allait faire ça. Hein. Il l'a dit sur la sécurité, il le dit aujourd'hui sur le plan fraîcheur. Et je pense qu'après, à partir de janvier, il va sans doute égrener des mesures de plus en plus précises. C'est assez logique. Mais clairement, là, aujourd'hui, bien sûr qu'il va falloir réparer avant de se précipiter à construire de nouveaux projets dont on ne sait pas du tout les incidences qu'elles vont porter. En tous les cas, le petit coup de baguette magique qui consiste, qui est le fil rouge des Verts, de dire on va supprimer les voies de voiture, et c'est un peu le credo idéologique de Fabien Bagnon, on supprime les voies voitures, comme ça on supprime les voitures. Je crois que c'est un peu court aujourd'hui, les gens l'ont compris. Allez, on a beaucoup parlé de ce sujet. Peut-être simplement conclure sur le fait que les écologistes brandissent le fait d'avoir fait des études et d'avoir un projet tout prêt par rapport à Jean-Michel Aulas, qui effectivement est encore très flou. En l'occurrence, les études, c'est la métropole qui les paye, donc c'est quand même plus facile que pour Jean-Michel Aulas, qui est dans l'arène qui est en depuis 2 mois. introduction du débat. Ouais. Bon, revenez au tout début. Oui, et ça a été C'est critiqué normal. par le rapport. Là, il y a une mission régionale d'expertise environnementale qui a dit que les chiffres qui étaient dans le projet de Rive Droite étaient quand même, somme toute, assez questionnables. Oui, que le projet est quand même bien posé, puisqu'on peut même Ah mais le analyser projet, les chiffres. il est posé, c'est simplement, les gens ne le savent pas, c'est pas la même chose. On passe à notre deuxième sujet, s'il vous plaît, qui concerne les fake news. Raphaël en a un peu parlé. Vous ne pouvez pas faire 2 pas sur les réseaux sociaux sans voir les candidats et leurs entourages s'écharper, s'accuser de mentir sur le moindre chiffre qui tombe. Jean-Michel Aulas, lui, réclame des audits. Les écologistes se reposent beaucoup sur le site autoproclamé neutre Lyon Pipo, qui débunk les fausses informations de l'opposition. Alors, est-ce que l'hystérie collective créée par les candidats appauvrit le débat local, selon vous? Farid? Ça appauvrit. Les fake news, quoi qu'il en soit, ça va être la nouvelle mode. Au début, les fake news, on va dire il y a 6 ans de ça, c'était entre la fachosphère, les gilets jaunes, tout le monde mettait tout et n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, maintenant, c'est les hommes politiques, et quelquefois même de premier plan, qui se jettent dessus et qui disent tout et n'importe quoi. Autant à gauche, autant à droite. Moi, j'en ai été victime il n'y a pas longtemps. Michel Picard a fait des communiqués de presse pour dire que j'avais été condamné pour je ne sais plus quoi, diffamation. J'avais été condamné alors que je n'ai jamais été condamné. Je l'ai attaqué en justice, alors qu'elle avait fait des communiqués de presse. Je l'ai attaqué en justice, j'ai porté plainte contre elle. Le procureur, il m'a dit non, c'est pas public. Comment ça, c'est pas public? C'est dans tous les journaux. Donc les fake news, j'ai même envie de dire que l'État, il le soutient. Il dit non, ça va, dites n'importe quoi. Allez-y, freelance. Tout le monde dit tout et n'importe quoi, et ça arrive. Et comme vous parlez de Lyon Pipo, c'est ça? Lyon Pipo. Il y a des sites de citoyens. Là, Lyon Pipo, c'est clairement du côté des écologistes qui débunkies ou je sais pas quoi. Débunk, ouais. Ouais, qui donnent. On peut se baser sur ça pour essayer de retrouver un petit peu ce qui est dit, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Parce qu'il y a la même chose du côté de droite, etc. Au final, c'est tout et n'importe quoi. C'est les personnes, on en arrive à que ça soit que les personnes qui soient suréduquées, qui sont dans la lecture, parce que tout à l'heure on disait sur les journaux,
Il y a combien de lecteurs de Lyon Mag sur papier dans tout Lyon? Il n'y en a pas tant que ça. Ces gens-là, Bah, c'est vrai que ces c'est gens-là... gentil, je ne peux pas vous laisser dire ça, Non, il y en a beaucoup. il n'y en a pas tant que Farid. ça par rapport Et il y au en a nombre encore des plus sur lecteurs. le site internet. Ouais, il y en a encore si. moins par rapport au nombre des lecteurs. Bah, C'est-à-dire qu'on largement plus. ouais, on arrive... Non, mais par rapport au nombre d'habitants, je veux dire. Eh ben, beaucoup plus. Ouais. Non, il y en a beaucoup. Si, je vous l'assure, Farid. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, Ouais. mais sur la majorité... Est-ce que c'est une fake news, cette Ouais, histoire? fake news, Farid, vous attaque en diffamation. Sur la majorité, c'est-à-dire que maintenant, on doit, pour être informé, pour avoir les bons arguments, il faut être en fait surdiplômé. Il faut pouvoir lire les journaux, il faut pouvoir lire plusieurs journaux, parce que moi, ça m'arrive de lire le matin une nouvelle dans Libération, le lire 2 minutes après dans le Figaro, c'est pas la même. Ils n'en parlent pas de la même manière. Donc les fake news, elles sont généralisées, que ce soit les journalistes, que ce soit les politiques, que ce soit les habitants, que ce soit les associations. Maintenant, il faut pouvoir... Et je pense que cette nouvelle génération, elle est plus adaptée. Il y en a qui tombent dans le piège, mais il y en a beaucoup qui ont compris comment ça marche et il faut arriver. Ça radicalise les débats, ça c'est clair. Raphaël? Oui, il y a une vraie question intéressante sur le... Mais je pense que c'est vraiment l'art de la confusion générale. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Que dans un débat politique, il y ait des moments de désaccord, qu'on voit les choses de manière différente, c'est normal. Vous parliez tout à l'heure des journaux en disant je lis une information dans Libération, je lis une information dans le Figaro. Ils ne la traitent pas de la même manière, je n'ai pas l'impression qu'ils parlent tout à fait de la même chose. Ça, c'est normal. En démocratie, on s'informe grâce à la pluralité, la pluralité des médias. Il n'y aura jamais un média unique qui décrète une vérité, où ça n'existe que dans les dictatures, parce que tout simplement, le simple choix que Libération ou Figaro va faire des choix des sujets dont ils vont parler, de la manière de l'aborder, c'est forcément subjectif. Donc il faut aussi cette diversité, et c'est normal que dans le débat public, il y en ait aussi, et que donc, c'est typique, hein, quand on parle d'un chiffre de délinquance, en fait, qu'est-ce qu'on mesure? Certains peuvent dire, tiens, il y a un chiffre qui est en hausse, ça veut dire que la délinquance a augmenté, et d'autres qui vont dire, non, c'est qu'au contraire, la police travaille plus parce qu'elle a arrêté plus de gens, donc le chiffre de délinquance est en hausse. Donc qu'il y ait des visions différentes des mêmes faits, c'est normal et c'est sain dans un débat. Ce qui est nouveau, vraiment, c'est que dans un débat politique, en général, les candidats qui disaient vraiment n'importe quoi, ils étaient éliminés. C'est-à-dire que par le débat public. C'est-à-dire on ne pouvait pas raconter non plus n'importe quoi. On peut avoir un peu de mauvaise foi dans un débat, dire que tel chiffre, je le vois autrement, etc. Mais par contre, inventer des choses, et puis inventer des choses qui sont relativement graves. C'est-à-dire que dans cette campagne électorale, on nous a quand même annoncé que les écologistes avaient fait un détournement de fonds publics sur des achats de vélos qui n'auraient jamais été réalisés. Et on nous a annoncé... un certain nombre de choses comme ça. On nous a annoncé que la campagne, la grande écoute là, qui a été faite par les écologistes, elle a été payée par la ville. Donc c'est un financement illégal de campagne électorale, c'est des détournements de fonds. Et tout ça au moment où, avec aucune preuve, parce que c'est faux. C'est comme la fake news où il disait que Grégory Doucet il était en garde à vue pour une histoire où il avait des personnes qui étaient avec lui, comment on appelle ça, des personnes dans son cabinet. Chargé de mission. Des chargés de mission. Là, c'est pas une fake news, ça. C'est pas une fake news. Oh, ça fait peur, alors. Hein, tu peux continuer. Ouais, je ne sais pas ce que vous cherchez à dire, justement. Après, on peut avoir un doute quand même sur cette mandature, sur l'utilisation de l'argent. Parce que la première chose qu'on a vue, c'est quand on a vu que le tonton de Doucet l'avait mis dans son histoire. Il y a des fake news. On dit des choses qui sont tellement grosses qu'on peut se dire que c'est possible. C'est ça la fake news. C'est la responsabilité d'un élu qui est candidat aux élections, c'est quand même de ne pas raconter n'importe quoi dans une élection. Et là, comme la responsabilité d'un journaliste, c'est tout le monde peut faire des erreurs à un moment donné, se tromper sur un chiffre, dire quelque chose qui est faux. Alors je m'en excuse platement et je corrige la vérité. Et quand un élu dit quelque chose qui ne correspond pas à la vérité, il devrait s'en excuser platement et rétablir les faits. Parce que sinon, il crée une atmosphère aussi politique où pour lui, si demain il est élu, ça devient aussi absolument invivable et que du coup, les citoyens, que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très compliqué pour les citoyens de s'y retrouver. Après, c'est aussi le rôle des journalistes parce que quand il y a une personne qui dit une bêtise, on va dire la personne, moi je prends simplement l'exemple de la diffamation, la plainte Michel Picard qui explique, ça a fait les gros titres des journaux, comme quoi j'avais été condamné pour diffamation. Quand derrière ça a été prouvé que j'avais été condamné, 3 lignes. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les journalistes aussi, ils ont leur rôle dans les fake news. Bien sûr. Puisqu'ils mettent des gros titres. Encore aujourd'hui, vous retrouvez ça en gros titres dans le Progrès ou ailleurs. En fait, on peut aussi comparer les effectifs d'élus dans l'agglomération et les effectifs de journalistes. Ce que vous citez, c'est une situation qui est à Vénissieux.
Troisième ville du Rhône. Hein. Oui, Ça va quand même. Excusez-moi, le nombre de journalistes indépendants à Vénissieux, il est très faible. Il n'y en a pas. Voilà, vous l'avez dit. Il n'y en a pas. C'est quoi le journaliste d'expression ou le Progrès, c'est la même chose, ils ne sont pas indépendants. C'est quand même bien d'avoir le Progrès, mais d'une démocratie pour qu'elle fonctionne. Quand on le lit. Hein. Une démocratie pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait plusieurs médias qui existent. Et effectivement, au niveau local, la démocratie, elle est souvent de basse intensité parce qu'il n'y a pas assez de journalistes, pas assez de médias indépendants. Mais quand on regarde les choses au niveau de Lyon, toutes les fake news dont on parle, alors on peut les lister parce qu'il y en a quand même eu un paquet. Globalement, la presse fait son boulot, mais c'est pas parce que vous l'avez très bien dit, c'est pas parce que la presse fait son boulot que le citoyen derrière sera informé, parce qu'aujourd'hui, les canaux d'information, ils sont extrêmement multiples, et que l'essentiel de l'information aux citoyens, elle passe pas par les journaux, elle passe directement sur les réseaux sociaux. Et donc, quand les politiques prennent la responsabilité, et c'est quand même vraiment dans le camp dans les équipes de Jean-Michel Aulas, même Jean-Michel Aulas a eu à des moments donnés dit un peu n'importe quoi. Quand il va dire que les chiffres de pollution ont explosé, non, c'est pas vrai. Quand il dit que la dette a explosé à la métropole, non, c'est pas vrai, c'est factuel. Pour l'instant, elle n'a pas explosé. Elle est au même niveau qu'au démarrage. Et on peut en citer effectivement, vous en retrouvez dans tous les médias. Vous avez cité Lyon Pipo, mais vous pouvez regarder Médiacité, vous pouvez regarder Rue 89. Il y a quand même beaucoup de fake news qui sont balancées dans cette campagne. Et effectivement, ça dégrade le débat. Oui, mais vous l'avez rappelé, en fait, je pense qu'on mélange les choses. L'art de la confusion, il doit s'appliquer à tout le monde. Les fake news, c'est des choses extrêmement graves où volontairement on essaie de masquer et de transformer l'information. Les fake news, c'est la vidéo qui a tourné ce week-end et qui disait que la France était victime d'un coup d'État et que l'armée prenait le pouvoir et qui a eu 20 millions de vues sur YouTube, un truc extraordinaire. Les fake news, c'est des façons comme ça de détourner complètement. C'est vos confrères du Bonbon Lyon qui avaient sorti un projet électoral annoncé comme tel, avec une grande tour, etc., végétalisée. C'était entièrement faux, c'était construit par l'IA, c'était faux. Là, ce dont vous parlez, c'est effectivement la façon dont les candidats de chaque camp essaient d'avancer une argumentation. Et le canal de communication qui a beaucoup changé, qui s'appelle effectivement Twitter et les réseaux sociaux, et qui devient une espèce de caisse de résonance de la petite phrase, de la punchline et de la façon de raccourcir les idées pour exprimer de manière véhémente le débat. Et ça, je suis d'accord, ça crée de la confusion, mais simplement, ça existe et c'est comme ça. Il faut pouvoir avoir des espaces d'expression plus longs. Il faut pouvoir avoir effectivement du temps long dans les journaux, il faut pouvoir avoir du temps long dans les débats. Mais aujourd'hui, tout le monde regrette, du citoyen jusqu'aux élus, la possibilité de pouvoir exprimer clairement ses idées sur un plateau sans être coupé toutes les 5 minutes par l'intervieweur et de pouvoir vraiment exprimer son programme ou son idée et d'aller jusqu'au bout. Il y a une émission quotidienne qui fait ça tous les jours. Oui, sur tout Mag, à fait. Et c'est très bien. Et heureusement qu'il y a ce genre d'outils. Mais je veux dire, on a besoin de ça. Aujourd'hui, les gens ne s'y retrouvent pas parce que comme il faut aller vite et que le lecteur est aussi responsable, à l'inverse, les gens ne lisent. Alors, ils lisent, bien sûr, qu'ils lisent les articles sur Lyon Mag, mais ils lisent beaucoup les titres et les 3 premières lignes. Il n'y en a pas beaucoup qui lisent les articles entièrement. Sur Facebook, c'est pareil. Les gens, en fait, s'arrêtent à l'accroche. D'ailleurs, il y a des confrères à vous qui sont experts en ça et qui font des espèces de titres hyper accrocheurs, hyper racoleurs, qui ne sont pas du tout en réalité en rapport avec ce qui est développé ensuite dans le papier. Donc effectivement, je suis d'accord avec Farid, les journalistes ont une énorme responsabilité, même si peut-être qu'ils manquent de moyens, mais enfin, qui ne manque pas de moyens aujourd'hui en France, on ouvre un autre débat. Mais en tous les cas, tout le monde a cette responsabilité. Et les élus, leur rôle, normalement, c'est de pouvoir poser des questions. C'est de questionner le débat public, notamment dans les instances, le conseil métropolitain, le conseil municipal, c'est fait pour ça. Après que chacun puisse exprimer sa lecture des choses, heureusement qu'ils ont la possibilité de le faire. Et effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent un débat qui n'est plus contrôlé par l'instance médiatique. C'est aussi ça qui crée de la confusion. Damien, pour finir, et rapidement, s'il vous plaît. 47% des gens disent qu'ils vont voter Aulas, ça veut dire qu'il y en a 53% qui ne sont pas pour lui. C'est une lecture d'un chiffre. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, en fait. Alors là, je vous rejoins tous les deux, c'est qu'il ne faut pas confondre fake news et débat d'opinion, où quelquefois les données chiffrées n'ont pas la même analyse. Par exemple, sur le budget de la métropole, l'analyse de Jean-Michel Aulas, c'est que l'argent a été mal dépensé et qu'effectivement, on a un ratio d'endettement qui n'est pas le même qu'avant, etc., etc.
la métropole va avoir une autre lecture de ça. Je pense que c'est ça, en revanche. Cette partie-là, elle est saine. Il faut poser des questions. Il faut éclairer le grand public. Quand Jean-Michel Aulas dit « je veux qu'on fasse un audit », c'est pas qu'il ne peut pas les trouver, les informations. C'est que l'idée, c'est d'en informer la population en disant « voilà le résultat », et ce n'est pas un résultat donné par Jean-Michel Aulas, ce n'est pas un résultat donné par Bruno Bernard, c'est un audit indépendant qui va vous donner des données chiffrées. Ça, je trouve que c'est ça. Après, effectivement, sur le reste, ça tire vers le bas, mais ça répond à une demande. Les gens, aujourd'hui, vont scroller toute la journée sur leur téléphone et ne prennent plus le temps de lire les médias. On met les médias en cause, mais les médias, ils font leur boulot. Encore a-t-il fallu que les gens aillent lire les médias et prennent le temps. Et c'est sûr que lire un mensuel comme Lyon Mag, c'est pas la même chose que de scroller toute la journée et de tomber sur des conneries sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc, c'est aussi de la responsabilité des gens de faire le tri dans tout ça. Personnellement, je scrolle toute la journée, mais je ne tiens absolument pas pour argent comptant de ce que je peux voir sur le net. Donc je lis la presse. C'est pas la même génération. Toi, tu as déjà lu un livre. Non, mais détrompez-vous complètement, parce que quand on regarde sur les fake news, je fais beaucoup d'interventions dans les collèges. C'est pas que générationnel. Les jeunes ne sont pas ceux qui se font le plus avoir par les fake news. C'est pas que générationnel. Les fake news les plus graves, elles circulent beaucoup plus chez les plus anciens, qui ne sont pas habitués justement à avoir une information qui est non sourcée, des choses qui ressemblent à de l'information journalistique et qui n'en est pas. Alors, quant à faire, à créer un site qui va dénoncer les fake news et qui est un site de fake news, puisqu'on parlait de Lyon Pipo, franchement, là, c'est gonflé. On va dénoncer les fake news pour rajouter de la fake news à la fake news. Donc, je trouve que c'est un petit peu limite. Alors, pas objectif pour dessous. Alors, vraiment pas objectif pour dessous. Je pense que les gens ont un vrai cerveau. Ils ont une capacité à faire la part des choses. Entre fake news, pas fake news. Ils vous embêtent parce qu'ils pointent quand même beaucoup. Non, mais erreur d'information qui peut arriver chez les journalistes. Il peut effectivement y avoir des erreurs. On n'est pas dans de la désinformation, on est dans de la mésinformation. C'est pas le même terme. La seule chose parce que sur Lyon Pipo, je ne suis pas d'accord avec vous, je trouve qu'en fait, il ramène beaucoup de faits. Après, il y a la qualification de savoir qu'est-ce qu'une fake news, ou est-ce que c'est une erreur, ou est-ce que... Ils ramènent ce qu'ils veulent comme fait, surtout. Ils ramènent ce qu'ils veulent. Donc, après, on est dans des histoires de cercle. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, on leur a fait plein de pubs, là, pour l'instant. C'est toujours pareil, c'est anonyme. Oui. En fait, moi, ce que je reproche à Twitter, c'est que en fait, les gens vont se masquer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est derrière tous ces pseudos, etc. Oui, mais tu ne peux pas t'amuser à marquer. Moi, je sais, j'ai passé 6 ans au tribunal. Je sais que quand tu t'avances démasqué, quoi que tu dises, tu finis au tribunal. Surtout avec les politiques qui sont payés par la commune. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que je peux me tromper, d'accord. Tu peux porter plainte contre moi, mais la personne qui est en face de moi, qui porte plainte contre moi, ça devrait être avec son argent, pas avec de l'argent public. Parce que c'est plus facile aussi de faire des... La dernière fois, on avait sur les procès Bayon, etc. Les procès Bayon, c'est beaucoup quand c'est pas leur argent de leur poche. Et les politiques, c'est des grands spécialistes de ça. Allez, on va terminer parce que pareil, on dépasse comme la semaine dernière avec la traditionnelle rétrospective de l'année 2025, la dernière complète du mandat. Je vous ai demandé à chacun un fait qui vous a marqué cette année, sur lequel vous pourrez tous réagir. Qui commence? Farid, il lève la main. Je pense que c'est métropolitain, la question. On ne parle pas du monde entier. Non, oui, si vous pouviez faire du local. Effectivement, je n'avais pas précisé, mais du local, s'il vous plaît. C'est candidature d'Aulas. Moi, j'ai hésité entre la candidature d'Aulas et la garde à vue de Grégory Doucet. Entre les deux. La garde à vue de Georges Képénékian, ça ne vous a pas marqué? C'est pour les mêmes faits que Grégory Doucet. Képénékian, je l'ai découvert avec vous. A priori, il est candidat ici, mais on ne le connaît pas. Donc, Grégory Doucet, il a été maire de Lyon, quand même. Ouais, mais il était maire de Lyon. On sait très bien comment elle est devenue maire de Lyon. Donc, on en reparlera autrement. Mais Grégory Doucet, déjà, je le connais à peine. Donc, à part pour ses conneries, tout ce qu'il a pu dire. Mais c'est vrai que pour moi, du point de vue métropolitain, le grand changement de la candidature d'Aulas, ça a été d'une violence pour les écologistes. Parce qu'on était tous là en train de discuter, ils étaient super favoris, les écolos. Ils étaient en train de tous partager les petits gâteaux, tout comment ça allait se passer. Je te mettrai ici. Renaud Père, je te mettrai là. Non, t'inquiète pas, Renaud, je vais tout te donner. Donc, ça se passait dans des histoires comme ça. Et là, du jour au lendemain, comme je l'avais annoncé, Jean-Michel Aulas. Il n'a pas gagné encore. Non, mais c'est réglé. Moi, je vous dis, on s'est réglé, on y va. Moi, j'ai de l'argent à la banque, on fait tous les paris que vous voulez. Jean-Michel Aulas, il s'est présenté et à partir de là, leur monde s'est écroulé. Et la droite, qui avait comme tête de liste Pierre Oliver, c'est ça? Il s'était autodéclaré. Il s'était autodéclaré Pierre Oliver. Alors, leur monde, il a changé. On part d'une grosse défaite, d'un coup, ils vont se retrouver au pouvoir, et là, ils sont encore en train de se partager les places, mais maintenant, c'est du côté de Aulas et de la droite. Quelqu'un d'autre avait Jean-Michel Aulas et sa candidature? Pour compléter, moi, en femme de l'année, je dirais plutôt Véronique Sarcelli, parce que c'est elle qui fait
un coût énorme. Effectivement, il y a un an, quand elle est désignée, personne n'imaginait que la droite pourrait l'emporter. En tout cas, c'était pas que c'était pas jouable, mais il disait qu'elle avait quand même peu de chances d'y arriver et puis qu'elle serait sans doute débranchée surprise au bout d'un moment. Depuis qu'elle est là, on n'arrête pas de nous dire qu'elle va être débranchée. Au final, elle est chef de file. Demain, si jamais il gagne, elle se retrouve à la tête d'une des collectivités les plus riches de France et avec beaucoup plus de pouvoir que celui qui sera à la mairie de Lyon, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, quels que soient les rapports de force qui sont en train de nous dire aujourd'hui qu'ils veulent la mettre sous tutelle ou pas, elle sera en capacité de se représenter et à la tête, avec la capacité de faire les gros arbitrages. Mais Sarcely sans Aulas, elle pèse quoi? Sérieusement, on refait le truc. Elle aurait gagné la même histoire, la même discussion. Elle a gagné contre Gascon, etc. Bravo. Mais, non, c'était pas contre Gascon. Déjà, c'était Sébastien. Elle a la légitimité d'avoir été désignée par LR. Elle a la légitimité. Oui, mais LR, ça pèse 6%. Exactement, ça pesait 6%. Sans Aulas, ça pesait rien du tout. Au niveau de la métropole, c'est quand même une vingtaine de communes qui sont aussi là. Des histoires de maire. Mais au niveau métropolitain, Sarcely sans Aulas, aujourd'hui, elle aurait été débranchée. Pour moi, c'est simple, elle aurait été débranchée. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, Jean-Michel Aulas n'a pas arrêté, ses proches, parce que lui, il ne s'est pas exprimé là-dessus, ses proches n'ont pas arrêté de dire qu'il la débrancherait, qu'il nous mettrait un Humberton, un quelqu'un d'autre, en tout cas. Au final, il a fait accord avec elle. Et pourtant, il a des positions qui, à mon avis, ne vont pas arranger Jean-Michel Aulas dans sa campagne, parce que c'est pas les mêmes lignes. Et puis, en fait, au final, je pense que vraiment, il y aura 2 campagnes. Donc, pour vous, c'est déjà plié. Moi, je pense qu'il ne faut jamais mépriser les électeurs. Il y a des sondages de novembre. Quand on regarde les sondages de novembre l'année dernière, il y a 6 ans, il nous donnait Gérard Collomb réélu parfois avec plus de 50%. Il n'y a pas un sondage qui donnait Bruno Bernard gagnant à la métropole. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, il n'y en avait pas un qui était au-dessus de 30 pour les écologistes à la métropole. Là, les sondages d'aujourd'hui sont meilleurs pour eux. C'est toujours la même configuration histoire. Est différente. Il y a eu un Covid entre-temps. Il y a eu la marche pour le climat. Là, on est en train de parler de sondages avant tout ça. Donc, on aurait fait un sondage à ce moment-là. En tout cas, il y a 2 campagnes qui vont s'ouvrir. Enfin, il y en a plusieurs même. Il y en a 56. Mais il y en a une à Lyon où est candidate Jean-Michel Aulas. Et il y en a une à la métropole où est candidate Véronique Sarcely face à Bruno Bernard. C'est 2 matchs qui sont assez différents et qui ne donneront pas forcément des résultats cohérents. Alexandra. Fait marquant 2025, pour moi, c'est vraiment l'installation de l'œuvre d'art ombrière de la place Bellecour qui a été, je pense, le dernier clou dans le cercueil que se sont cloués eux-mêmes les écologistes sur leur fin de mandat et qui pour moi traduit, outre l'exaspération des Grands Lyonnais sur une installation dont on leur avait promis que c'était pour faire de l'ombre, mais en fait c'est 1,6 million d'œuvres d'art, on ne sait pas trop, transitoire, etc., on y reviendra, mais qui finalement s'inscrivait dans la finalité de l'année, c'est-à-dire un mécontentement grossissant des Lyonnais sur la façon dont on leur a imposé des changements trop forts, on l'a déjà dit. Et effectivement, je suis d'accord avec Farid, la façon dont un Jean-Michel Aulas a réussi à sortir et à fédérer progressivement, où au début, tout le monde souriait un petit peu en coin en disant non mais une candidature de la société civile, un chef d'entreprise, ça n'arrivera jamais, il n'ira jamais, il ne va pas y aller. Après, c'était il y va, mais en fait non, il ne gagnera pas. Puis en fait, il s'est imposé en quelques mois, c'est remarquable, et il a fédéré autour de lui tous les partis politiques et tous ceux qui, hier, n'arrivaient pas à se mettre d'accord. En 3 mois, c'était plié et il a embarqué tout le monde autour de lui. Donc voilà, pour moi, c'est les 2 faits marquants de 2025. Par contre, simplement pour rebondir, j'ai jamais vu un truc aussi laid sur la place Bellecour. Ah non, mais sérieusement, j'y suis allé exprès pour aller voir, pour le voir visuellement, parce que sur les photos, c'était laid. Mais physiquement, c'est pire. Je ne sais pas ce qui leur a pris par la tête. Avant de finir avec Damien... Alors, Alexandra m'a piqué mon idée, mais c'est pas grave, on n'a pas parlé avant. Non. Moi, ce que je retiens de cette année, c'est le temps perdu dans la circulation lyonnaise. Pas uniquement en tant que conducteur. Ce que j'ai constaté, moi qui suis conducteur en voiture, ce sont ces vélos qui se tapent dessus les uns les autres, ces piétons qui se tapent sur les vélos qui tapent sur les voitures. Je crois qu'ils ont réussi à créer une violence entre Lyonnais, pas pour leur contenu. Les voies lyonnaises, c'est une bonne chose, c'est bien pensé, c'est gonflé. Il fallait le faire, mais il fallait le faire, à mon avis, différemment. Là, ils ont voulu tout faire en même temps. Ils ont créé des tensions entre Lyonnais qui sont dingues. Et là, je rebondis sur ce que disait Alexandra. Je pense que Jean-Michel Aulas, il a au moins un discours apaisant à ce niveau-là, en disant justement, on va calmer un peu le jeu pour que les gens puissent se reparler entre eux et se supporter. J'ai jamais vu autant de violence que depuis 1 an autour de Lyon. Moi, je suis lyonnais et je travaille dans la métropole. La violence, elle est sur le périph', la violence, elle est sur les pistes cyclables, elle est au passage piéton, elle est partout. Les gens s'engueulent toute la journée uniquement parce qu'on a fait plein de travaux d'un coup pas planifiés
et qu'il y a du bordel à chaque coin de rue. Il n'y a plus un endroit dans Lyon où il n'y a pas de bordel. Et t'as vu quand même le développement des nouveaux, comme ça s'appelle, influenceurs qui filment tous les bordels sur Lyon. C'est incroyable. Oui, mais le moindre mec qui prend une caméra et qui filme le bordel, il fait 1 million de vues. C'est presque facile à faire, tellement c'est quotidien. Ouais. Il ne se passe pas une journée sans que je ne vois pas des gens s'engueuler et s'agripper. Donc là, il y a un vrai sujet. J'espère que ce sera moins le cas en 2026. D'ailleurs, je parie sur le fait que les sortants ont parié sur un peu d'apaisement en se disant on va oublier, etc. J'y crois pas, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'une fois qu'on a supprimé des voies de circulation, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière et le bordel restera, même quand les travaux auront été finis. Raphaël, le On mot verra de sur la un fin. pas. Juste un mot de la fin. Moi, c'est comme c'est le dernier jour avant les vacances de Noël, je suis venu avec un petit cadeau de Noël. Une petite bande dessinée de beignets, c'est très drôle, sur Jean-Michel Aulas. Il y a un interview avec Étienne Tête, ça rappelle aussi quelques vérités. Je vous ai déjà offert un exemplaire. Alors c'est en il est plastique fort. par contre, Et du ça coup, veut- c'est pas... C'est c'est pas plastifié écolo, parce que ça, c'est c'est- protégé. On peut avoir Mais ça une va mettre sous petite le sapin signature. et puis ça fera débattre pendant les fêtes de Noël. Il est fort. Allez, c'est la Ouais, fin de notre émission. On se retrouvera à la rentrée en janvier. L'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité et votre intérêt croissant depuis des mois. L'actualité continue évidemment sur lyonmac.com et puis notre magazine avec des sondages au pluriel qui sortira le 26 décembre. Bonne fête à tous.